de temps en temps, moi, sur l'ambiance, mais c'est pas grave. Ok, ça fait plus sur toi. Et du coup, comment tu t'appelles, redis-moi juste? Moi? Ouais. Kaina. Ok. Pratique, ton prénom. Ok. Bonjour et bienvenue sur le podcast No More Stress présenté par Tilio. Je suis Kaina, la host de ce podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut. Bonjour. Merci d'être ici. Avec plaisir. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par introduire qui tu es, etc. Ouais, du coup je m'appelle Théo, j'ai 24 ans, et donc moi j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, et dont le travail c'est de faire la pub pour les e-commerçants, un peu là comme Tilio ou MyLubin, hein, qui sont dans vos bureaux aussi. Et voilà, donc moi avant j'ai fait des petites études de commerce, j'ai fait HEC, et voilà, ça fait 2 ans que je monte ma boîte. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait commencer? C'était quoi ta perspective quand t'as commencé? Écoute, moi c'était simplement d'une expérience en publicité. Désolée, ça m'arrive jamais. T'inquiète. Tu veux un verre d'eau? Ouais, On disait quoi? disais- Perspective, ouais. Alors ça vient principalement d'une expérience qui était un peu de la merde dans une agence de pub. Ok. Où j'ai bossé pendant mes études et qui m'a pas trop plu, qui m'a un peu dégoûté à la fois de l'agence et quasiment du métier de marketing digital. Ouais. Donc j'ai fait un petit surapprentissage total en me disant que je pourrais plus jamais travailler pour personne. Donc j'ai un petit peu essayé de faire du freelance d'abord, qui était assez accessible sur les métiers qu'on fait. Ouais. C'est pour que ça s'apprend bien et facile de trouver des clients. Et ensuite du coup de fil en aiguille ça a grossi et c'est devenu une agence. Ok. Et pourquoi qu'est-ce qui t'a fait vraiment commencer cette agence? En termes de skills que t'avais? C'était dans l'expérience que j'avais eue en stage avant. J'avais pas du tout kiffé la façon dont on faisait le travail. Par contre, je savais qu'en dessous le truc m'avait pas mal plu. Donc c'était une agence digitale qui faisait exactement la même chose, à peu de choses près que ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Et donc j'ai eu quand même envie de creuser ce truc-là parce que je voyais que la perspective derrière c'était la possibilité d'être freelance et de pouvoir dire à tout le monde d'aller bien se faire mettre et me laisser tranquille. Donc j'ai surtout appris cette compétence-là dans le but du truc qui venait derrière. Et ensuite, c'est un sujet qui s'apprend très bien en fait en ligne. C'est vraiment des sujets sur lesquels les gens sont mal formés, les écoles forment mal. Donc c'est assez rapidement venu. Et quand t'es prêt à te former plus que les autres sur Internet, notamment en allant chercher la connaissance outre-Atlantique aux États-Unis, tu peux rapidement prendre un niveau intéressant sur le territoire domestique. Donc t'es vachement allé chercher du coup sur ce côté américain pour le ramener en France. Ouais, qui est d'ailleurs un truc qui peut s'appliquer sur à peu près quasiment tout, même sur le domaine entrepreneurial, tu vois, dans une boîte ou quoi, tu prends un truc aux US, tu le copies pas, tu le voles, ça c'est bien s'adapter parce que le marché français est un peu différent du marché américain, donc tu peux pas reprendre non plus les concepts à Z, mais souvent des idées intéressantes qui ont été testées avant chez eux. Ok. Et quelle est la première chose qui t'est venue en tête quand t'as voulu faire ton agence? Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit ok, ça va être facile? Ou est-ce que tu t'es dit oh putain un peu stressant quoi? Non en fait au démarrage mon développement était assez linéaire, c'est-à-dire que j'ai pas voulu faire une agence, j'ai voulu être freelance et j'ai voulu avoir plus de clients. Et donc en fait j'ai fini par ressembler à une agence et donc après je me suis dit je suis une agence parce que j'ai 2-3 personnes qui bossent avec moi. Donc premier truc que je me suis dit c'est pas très dur au démarrage en fait, c'est simplement moi mon opération elle est très simple, il y a moi, il y a des consultants, plus j'arrive à mettre de consultants à la suite, plus mon entreprise elle est grosse, c'est tout bête. Mais sauf qu'après tu te rends compte que t'en mets 3-4, ça va. Le 5e, il fait pas la même chose que le premier, etc. Donc t'es obligé de mettre un manager. Ensuite en réembauche, tu dois mettre un 2e manager, puis un mec au-dessus. Et c'est comme ça que t'apprends en fait à construire une boîte, à la faire grossir. Donc et je me suis rendu compte plutôt plus tard, donc pas en créant la boîte, que c'était pas aussi facile que ce que je pensais, notamment d'un point de vue structure de boîte et architecture quoi d'une entreprise tout court. Ok. Est-ce que ça t'arrive du coup de se sentir stressé? Que ce soit dans la vie de tous les jours ou quand t'as des grosses décisions à prendre. Ouais. En fait, je pense que globalement, peu importe l'entreprise, c'est pas une particularité de l'agence. Quand c'est toi qui l'as monté, tu as une dose de stress supplémentaire parce que t'as un lien qui est d'abord émotionnel évidemment avec la structure que tu montes, mais aussi un lien qui est financier. C'est-à-dire que sur la partie émotionnelle, tu passes la majorité de ton temps sur une seule activité que t'as créée, qui est sortie de ta tête a priori. Donc nécessairement, tu y accordes autant d'importance que je sais pas, que c'est tout ton gosse, tu vois, c'est comme ton enfant, vraiment.
Et l'autre partie, c'est que tu vois ton patrimoine financier, le truc qui te permet de dormir la nuit, c'est d'avoir l'argent de côté, etc. Toi, t'as souvent 99,9% de ta valeur nette qui est dans ce truc-là, parce que t'as investi souvent ton argent. T'as pas eu le temps de mettre des économies de côté, surtout quand t'as monté ta boîte tôt. Ouais. Donc en fait, c'est deux sources de stress à la fois émotionnel, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui se passe mal sur ta boîte, il y a de fortes chances que ça t'impacte aussi personnellement. Et tu peux pas te reposer sur autre chose, parce que t'as pas tant diversifié que ça ta situation et ta stabilité. Donc oui, parfois ça stresse. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand t'es en période de stress? J'essaie en fait de voir plutôt le sujet en mode prévention que guérison. Il y a des trucs de guérison évidemment, et c'est là où d'ailleurs j'anticipe peut-être un peu, mais le CBD ça va être pas mal sur ces parties notamment sur le sujet du sommeil en fait, qui est le premier truc que je fais beaucoup en prévention. Souvent les périodes en fait où t'es très stressé correspondent à celles où tu dors pas bien, soit pas assez, soit pas de bonne qualité. Donc j'essaie vraiment de voir ça comme un investissement. Tu vois, le sommeil c'est comme investir dans une action, tu te dis écoute, je vais aller me foutre au lit tôt, je vais me cadrer, me coucher à la même heure, me réveiller à la même heure, etc. et essayer de mettre le moins de réveil possible pour respecter ce rythme-là, parce que tu sais que derrière, en fait, c'est ça qui est assez piégeux avec le truc, c'est que tu vas pas subir les effets négatifs directement après avoir mal dormi, mais tu le subis genre 3-4 jours plus tard. Et t'es stressé, tu sais pas pourquoi, t'as envie de taper tout le monde, et t'es triste et tout. Donc, je dirais que le principal truc, c'est le sommeil, et la seconde chose, après, c'est l'équilibre de vie. C'est, tu vois, il y a un domaine sur lequel tu peux diversifier un peu plus que les autres. Donc, il y avait l'émotionnel et le financier. C'est la partie activité, comment t'investis ton temps. Et que même si t'es dans une aventure intense en termes de temps, je veux dire, tu as du temps à accorder à autre chose, et il faut d'ailleurs accorder son temps à autre chose. Et c'est cette diversification, soit sur le sport, sur la famille, les amis, etc., qui te permet d'être moins dépendant d'un truc. Parce que c'est comme si tu vois, si t'as 100% de ta thune qui est investie dans une action, quand elle prend 10%, t'es hyper content, quand elle perd 10%, c'est la fin du monde. Si t'es dans 10 actions différentes, il y en a une. Et évidemment, par définition, avec l'entrepreneuriat, t'es obligé d'être à 80% dans un truc, mais le fait d'avoir 20% quand même dans autre chose, tu dis, écoute, je m'entends avec mes potes, j'ai ma famille qui m'aime, écoute, ça passe, je vais pas mourir. C'est la règle du 80-20. Ouais, la règle du 80-20 qui est un petit peu différente, où en fait, moi je la vois surtout la règle du 80-20 en mode comment est-ce que tu vas optimiser l'investissement que tu fais dans quelque chose pour te concentrer sur faire le 20% qui t'apporte 80% des résultats. Et tu vois, enfin j'ai pris 80 comme un exemple, hein, je pense que c'est même plus en entrepreneuriat, c'est même plutôt du 90 dans ton activité, et le reste comme tu peux. Et en fait, plus ta voiture elle avance chronologiquement, plus idéalement t'arrives à réduire ce 90 tranquillou, jusqu'au moment où t'atteins une vitesse de croisière, enfin qui est un petit peu le Graal, mais je suis même pas sûr que tu l'atteignes vraiment quand t'es fondateur. Un jour, t'es toujours hyper investi émotionnellement. Donc ouais, je pense que là-dessus important, 80 ou pas, c'est l'équilibre. Très important. Et comment est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que t'as toujours trouvé, comment est-ce que, avec le temps, du coup, t'as trouvé un équilibre entre ta vie perso et ton agence? Alors, c'est un truc qui vient, c'est un peu un sujet de maturité, parce que souvent quand tu crées ta boîte au début, tu te dis que t'es différent de tout le monde, donc toi tu vas pas réussir à travailler le week-end, tu vois. Moi pendant un an j'ai travaillé samedi dimanche, en mode je voyais pas pourquoi m'arrêter. Déjà parce que tu kiffes ce que tu fais, donc ça rend la chose plus facile. C'est pour ça que c'est pas si impressionnant, tu vois, les gens qui disent je travaille le week-end. Ouais, mais c'est un hobby pour toi, donc en fait tu compares ça à ton taf que t'aimes pas trop avec ton boss, tu te dis je pourrais travailler le week-end, c'est un fou. Mais en vrai, si tu faisais un truc qui kiffe autant, enfin que tu kiffes autant que le mec, ce serait plus facile pour toi. Donc après t'apprends que soit parce que t'as envie de faire un truc sur le court terme, que c'est un truc qui est bien pour toi sur le long terme. Et souvent en fait tu peux à peu près corréler ta santé tout court et ton niveau de stress au nombre de fois où tu vas prioriser des décisions qui ont un impact positif sur le long terme versus court terme. Je trouve tout con, mais je vais pas bouffer du fast-food, c'est super lourd sur le moment. Mais après tu vas te sentir comme une merde, tu vas avoir zéro énergie et voilà, tu vas pas te sentir bien, et ça va passer sur le long terme. Et en fait tu vas dans ta journée, plus t'arrives à être du côté long terme, stopper la gratification immédiate, plus écoute, moi je me sens bien. Ouais, ça c'est cool. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler, mais quand tu prends du temps pour toi, c'est du temps aussi où tu peux réfléchir, prendre du recul sur certaines situations et vraiment te repositionner sur ce qui est important et sur les choses où tu peux vraiment prendre action dessus. Ouais, mais c'est une bonne façon de le voir, parce qu'en fait c'est même souvent en fait c'est assez compliqué quand tu t'es au début de ta boîte et même t'es en train de la monter, que de se dire qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Et le fait de voir tous ces autres trucs que tu fais à côté, pas comme des distractions mais plutôt comme des choses qui vont te permettre d'être plus efficace sur le truc sur lequel j'accorde la majorité de mon attention, rend plus facile le fait de le foutre dans des habitudes. Donc j'essaie vraiment de me dire ça, acheter des investissements dans autre chose. Ah, c'est vrai, parce que quand j'ai commencé perso, le sport, voir des gens, c'était des distractions par rapport à mon business.
Et au fur et à mesure, du coup, tu vois, ok, bon, alors c'est plus en fait du temps que je prends pour moi. Donc le temps pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte plus tard et sur le long terme? C'est un peu toutes ces stratégies en fait, ta vie, c'est un peu comme une stratégie. T'en as qui marchent pas, mais quand tu prends le temps après de réfléchir sur, ok, est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas, tu peux réorienter ta stratégie. Mais ce qui est piégeux d'ailleurs aussi, c'est qu'en fait, le résultat des actions que tu prends, on parlait juste avant, elle va pas se voir directement. Donc, en fait, tu peux arrêter de voir tes potes, tu vas sentir très bien pendant 3 semaines. Tu peux pas être en dépression. Par exemple, tu fais ça 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Là, tu vas commencer à te sentir de la merde et tu sauras pas pourquoi. Ouais. Donc c'est ça qui est assez piégeux. Tu vas toujours essayer d'être en l'auto-évaluation en mode pourquoi est-ce que je suis stressé et tu essaies de faire des hypothèses de merde. Et souvent, en fait, c'est toujours la même chose. 80% du temps, c'est la même chose. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à gérer du coup ton stress, tes humeurs et ton équipe? Plusieurs choses. Ah oui, ça fait pas mal écho au fait que l'entrepreneuriat rajoute une partie intensité en fait à peu près tout. C'est-à-dire que tes hauts quand t'es content sont très très contents et tes bas sont très très bas. Et en fait ça te fait un petit électrocardiogramme qui fait des énormes vagues. Et là où ça devient chiant, et là où je me suis rendu compte que c'était chiant, c'est quand tu le répercutes sur l'équipe et souvent tu vas prendre des décisions de merde en plus. T'as l'impression, la façon la plus classique que ça arrive à tout le monde, c'est quand tu vois un concurrent qui fait un truc stylé, t'es là en mode je suis une merde, vas-y faut qu'on fasse comme ça. Ça tout le monde l'a fait, c'est de le faire une fois au moins dans sa vie. Et ce genre de décision, c'est de la merde. Tu ne peux pas, en fait, la façon optimale dont j'essaie de prendre les décisions, c'est d'essayer de me dire, écoute, et une auto-évaluation de l'état dans lequel je suis, est-ce que je suis dans une période où je pense que je suis en train de prendre une bonne décision? C'est très dur à avoir. Et parfois, il vaut mieux juste pas prendre de décision, tu dis, ok, je la prends demain. Ce truc-là, je vais dormir dessus, je le prends demain. Et ça demande beaucoup, très facile sur le papier à dire. Mais en vrai, dans la pratique, c'est assez dur. Donc, je dirais que, versus les équipes et versus moi-même, j'essaie déjà de pas trop me juger quand ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive vraiment, il y a pas une seule personne à qui ça n'arrive pas, ce truc-là, c'est obligé que ça t'arrive. Et donc quand ça t'arrive, te dis pas que t'es une merde, dis-toi que t'es dans cette période-là, et qu'en fait finalement, en gérant mieux cette période-là que les autres, tu peux créer un avantage comparatif, juste en faisant pas de la merde, là où tout le monde fait de la merde. En faisant rien, t'es mieux que les gens qui font de la merde. Donc j'essaie d'abord de me dire, tranquille, calme-toi, pas de soucis, au pire fais rien, finis ta journée plus tôt, c'est pas grave, va faire autre chose, repose-toi. Et c'est pas grave parce que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et quels sont les challenges du coup que t'as rencontrés depuis que t'as ouvert ton agence? J'en ai plein. Est-ce que tu veux un domaine en particulier? Mais j'ai rencontré des challenges de tout, financier, management. Tu veux que j'aille dans quel sens? Tu choisis ce que tu veux. Wow. Alors je vais essayer de te choisir. Quoi le plus gros challenge? En fait, on a plusieurs qui me viennent en tête. J'ai réfléchi à ce qui peut être intéressant parce que moi, je peux te parler de trucs. Moi, j'ai des problématiques de culture de boîte, tu vois. Je sais pas si ça va intéresser les auditeurs. C'est probablement pas dans la thématique, mais. Non, parce que y a pas tous qui sont des entrepreneurs. Du coup, c'est vraiment un truc que tu peux t'identifier si t'es pas entrepreneur aussi, tu vois. Les challenges que j'ai rencontrés. Ouais. Genre, je sais pas. Moi, j'aurais bien demandé quand t'as voulu, je sais pas si un jour t'as déjà voulu fire quelqu'un. Ça marcherait pas pour eux. Financier, ouais, ça pourrait être quelque chose. Ouais, ça peut pas intéresser. Ça peut être quelque chose qui intéresse. Ouais, je peux parler de plein de choses en challenge, mais. Un qui te vient en tête là. En fait, on a déjà un peu parlé, c'est le fait d'accorder de la place, tu vois. Ouais. Ça, la vie. Ouais. C'est le fait de trouver ton mix, tu vois, équitable entre celui qui est à la fois efficace sur le court terme et viable sur le long terme. C'est un peu comme un régime. Quand tu veux perdre du poids, tu peux arrêter drastiquement, tu vas plus au fast-food, t'arrêtes tout, tu fais de la restriction, ça va très bien marcher sur le court terme. Et là, tu vas pas réussir à le tenir parce que c'est pas viable. Et inversement, tu peux juste pas dire, écoute, je vais couper tel ou tel truc, ou même je coupe rien, je bouffe un petit peu moins de tout. C'est moins dur à tenir, mais par contre, tu vas le tenir sur le long terme. Donc en fait, je pense que c'est réussir à trouver, moi, dans mon mix personnel d'activité, dans lequel tu vois, t'as plusieurs facteurs qui sont ta famille, je sais pas, ta meuf,
le sport, le taf et les potes. Et comment est-ce que dans ce mix-là, tu vas équilibrer tes trucs pour à la fois que tu passes quand même la majorité de ton temps sur et que tu donnes l'intensité qui est nécessaire à monter une bonne boîte et que tu arrives en fait à le tenir sur le long terme. Donc pour l'instant, je dis moi ça reste quand même assez lourd en entrepreneuriat. Je pense que c'est 80%. Tu vas avoir 10% de sport, 5% de meuf. Et ouais, non, peut-être pas 10%, non, j'aurais plutôt l'inverse, je dirais plutôt 10% de 5% de sport. Et le reste, malheureusement, en fait, c'est au choisir aussi ce que tu vas couper. Et être à l'aise avec cette idée-là. Et tu vas pas couper, mais tu vas accepter que tu vas être moins bon, tu préviens les gens, écoute. Tu vois, la famille, moi, je suis peut-être un petit peu, je les vois moins souvent que si j'avais été dans un taf moins prenant. Mais c'est être à l'aise avec ses choix. Les choisir et être à l'aise avec. Après, c'est le but aussi de construire une entreprise avec des gens qui travaillent pour toi. C'est d'avoir plus de temps pour travailler, pour faire les choses qui sont plus libres, en fait. En dehors de la boîte, tu veux dire? Bah, ouais. Parce que moi, je suis pas du tout aligné avec ce genre de vision-là. En fait, moi, je trouve que c'est un peu une fiction d'entrepreneur, ce truc-là. De se dire un jour, j'aurais pu travailler, les gens vont travailler pour moi. Ah non, c'est pas la même chose. Ouais. Non, mais je veux dire même, enfin, ok, tu peux choisir les trucs que tu veux faire. Et tu peux, en fait, te permettre d'aller vers les choses que tu pourrais pas faire dans les autres entreprises, du type, à l'intersection de ce où je suis fort et ce que j'aime. Souvent, en fait, les gens vont te recruter. Enfin, tu peux te faire des trucs que t'es fort, mais tu les aimes pas, on va pas te laisser faire des trucs que t'aimes parce que t'es pas assez fort. Et donc, tu peux te permettre d'avoir ce luxe-là. Mais après, quand t'es passionné aussi, c'est différent. Ouais, c'est différent, mais les passions, ça, tu vois, les passions d'entrepreneuriat, ça dure un temps. Après, ça passe, tu vois. En fait, c'est toujours un hobby devient professionnel, peu importe ce que tu fais, que tu kiffes le foot, je sais pas, la danse ou quoi que ce soit. Tu fais une boîte dans la foot ou la danse. À un moment, tu vas devoir passer de je kiffe juste et je m'amuse. Ah bah écoute, si je veux faire une grosse boîte, faut que je sois un professionnel. C'est-à-dire, je peux pas me permettre de ne pas faire le truc. C'est pas un hobby. Je peux pas choisir de le faire ou pas. Je dis tous les jours, je viens, je le fais. Donc non, j'ai pas. C'est pas ma vocation de choisir. J'ai envie. Et puis j'ai pas envie de renvoyer ce signal-là à mes équipes, tu vois, genre de travailler pendant que je me dors la pilule. J'ai un entrepreneur qui m'avait dit le monde appartient à ceux dont les employés se lèvent tôt. Et j'avais trouvé ça terrible et ça m'avait fait réfléchir sur la citation, elle est marrante, mais ça m'a permis de savoir, écoute, voilà, ça je veux pas faire. Et donc voilà, bref, on en revient à la notion d'équilibre. Moi, j'ai toujours envie que mon taf soit une partie importante de ma vie, parce que ça m'épanouit. Ouais, et ça, j'ai pas dit que peut-être ça va changer dans 3 ans, tu vois, ça sera différent, je vais mettre la meuf, je vais avoir une mariée, d'avoir des gosses. Mais, pour l'instant, c'est ça. Ok, je vois. Et, en termes de décisions que tu prends, quelle est la décision que t'as prise et t'as regrettée? Alors, j'ai pas beaucoup de regrets en vrai, parce que tu vois, le regret c'est souvent, genre c'est encore une fois c'est voir que du court terme et pas du long terme. Souvent, quand t'as fait une connerie, ça a toujours un impact positif. Donc le seul truc que tu peux regretter souvent, c'est pas d'avoir fait assez de conneries, tu vois, parce que et ça c'est pas un vrai truc sur lequel tu peux avoir des remords. Erreurs, ouais. Mais il y a des trucs tu vois, il y a une chose que j'ai regretté potentiellement, c'est tu vois les feedbacks que j'ai fait à des gens quand j'étais fatigué. Parce que là, pour le coup, t'apprends rien à part, ferme ta gueule quand t'es fatigué et dors, tu vois. Et là, pour le coup, en fait, il y a les seuls trucs que je regrette, c'est les trucs où j'avais déjà appris la leçon, tu vois. En fait, t'es plus en train d'apprendre, t'es juste en train de répéter, de te taper un mur comme ça. Et souvent, c'est toujours la même chose, c'est quand t'es fatigué ou quand t'es stressé, et bah, tu vas faire 2 fois les mêmes erreurs. Il y a que ça comme vraie catastrophe. Faire une erreur pour la première fois, t'apprends un truc, c'est cool. Quand tu te regoures sur un truc où tu savais déjà, ta seule leçon, c'est, j'aurais dû m'écouter, c'est un enfer, quoi. Et quelle est la chose que t'as vraiment apprise et que t'as dû apprendre surtout, l'une des choses, parce que je pense que t'as appris beaucoup de choses, du toi d'il y a 2 ans et de toi aujourd'hui? Donc qu'est-ce qui a changé un truc que j'ai appris et que je connaissais pas il y a 2 ans? Ouais. Alors j'ai une liste longue comme le bras, évidemment, de trucs. Je pense, c'est d'apprendre que ta notion d'équilibre, et il n'y a pas d'absolu sur la notion d'équilibre. Il n'y a que la notion d'équilibre, savoir qu'il faut que tu trouves le tien. Mais tu vois, dans le milieu entrepreneurial, tu as beaucoup ce qu'on appelle la hustle culture. Tu vois, en gros, c'est le plus stylé, celui qui a plus de statut social dans le groupe des entrepreneurs, celui qui charbonne le plus fort. Et en fait, du coup, tu corrèles sans t'en rendre compte le fait de souffrir au fait de réussir. Et t'as plein de gens qui sont pas capables d'accepter des victoires parce qu'ils ont pas souffert. Tu vois, ils ont l'impression de pas les mériter, les trucs.
Donc de comprendre que déjà, cette notion c'est de la merde. Si tu souffres, finalement en fait tu montres ce que tu tolères, tu vois. Qu'est-ce que tu veux vivre ta vie comme ça, fais-le, moi je le fais pas. Tant mieux. Et ensuite c'est de trouver, tu vois, t'as des gens qui ont pas besoin de faire de sport, par exemple. Il y a des gens, ils peuvent tolérer 95% d'entrepreneuriat et tu vas pas les juger. Les gens, le travail c'est le cœur de leur vie, ça sert à rien de les juger, ils ont pas d'équilibre et ils sont très contents et c'est ça leur équilibre en fait. Et juste se rendre compte que c'est une notion qui est malléable, l'équilibre, et la gestion du stress ou de l'anxiété, bref, de tout. Et qu'en fait, t'es à toi de la trouver. Donc voilà, parce que j'avais un peu des idées préconçues au démarrage en disant, écoute, faut que je charbonne comme un lardon, parce que c'est ce que tout le monde fait. Non, c'est ce que tout le monde diffère sur les réseaux sociaux. Oui. Et après, même parmi les gens qui disent, bref, c'est un autre sujet. On appelle ça la masculine énergie. Je sais pas. Et en gros, t'as une énergie masculine et féminine dans tout le monde. Et le but, c'est que t'as l'énergie masculine qui est l'énergie où c'est la hustle culture, où tu charbonnes. Et en même temps, tu dois la gérer avec ton énergie féminine qui est plus ton intuition, qui est plus le fait de faire les choses qui te sentent justes. Et en fait, c'est toute une question de balance, en fait. Tu balances les deux. Et du coup, oui, c'est cette notion de, en gros, le succès, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est très dur. Et ça, c'est une question de mindset. Tu penserais? Au final, c'est pas que c'est facile, c'est juste que c'est simple. Quand tu y penses, c'est simple. Mais ça demande du travail, ça demande de la dédication, ça demande beaucoup de choses. Mais quand tu penses que c'est trop dur et que tu dois travailler trop pour avoir du succès, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens à qui ça plaît bien parce que ça marche pour eux, c'est aligné avec eux. Il y a des gens auxquels ça ne marche pas parce que ça aligne pas avec eux. Et donc c'est pour ça que c'est une balance en fait pour tout le monde et que l'entrepreneuriat en fait, comme dans tout, chacun a sa formule magique. Il y a des choses où tu peux dire ok, il y a cette stratégie qui marche, etc. Mais c'est pour ça qu'en général on va vers des agences parce que vous avez des stratégies, mais vous en utilisez différentes pour chaque personne aussi. Tu vois. Ouais. Et à la fois tu dois mettre ça en fait, parce que quand les gens pensent entrepreneuriat, souvent ils pensent au modèle de réussite énorme, genre les Steve Jobs, les Elon Musk, etc. Et là pour le coup, ce genre de modèle, tu n'as pas le choix. Si tu veux être comme ça, il va falloir dédier ta vie à une seule chose, charbonner comme un lard. La question c'est pas est-ce qu'il faut charbonner ou pas, comment tu trouves ton équilibre. Elon Musk il s'en branle de l'équilibre, mais c'est savoir est-ce que t'as vraiment envie d'être ça. Il suffit de faire de le vouloir. C'est tout con comme truc, mais vraiment pose-toi la question, t'as envie de ça ou pas. Pas juste, tu vois, des joueurs, tout le monde rêve d'être joueur de foot, un truc comme ça. Moi, la vie de joueur de foot, j'en veux pas, je n'en voudrais jamais. C'est-à-dire, ce genre de notoriété, de célébrité, tu peux pas sortir, t'as une pression énorme, tu vois, est-ce que t'as envie de vivre ta vie comme ça? Et souvent, les gens qu'on adulte, c'est pas les gens qu'on a vraiment envie d'être. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, toi, t'as quand même pas mal de gens qui te suivent, il me semble. Ça dépend ce que t'entends pas mal. Ce que je veux dire, c'est que t'as quand même une communauté, et puis t'as pas mal de clients aussi, ton agence, elle marche bien. Comment est-ce que tu gères la pression de, du coup, garder un peu ton entreprise et ton impact qui ne coule pas? Est-ce que tu as une pression? Est-ce que tu ressens une pression? Ouais, je ressens une pression. Après, je suis assez à l'aise avec l'idée d'échouer, tu vois. Enfin, en fait, globalement, quand tu montes une boîte pendant assez longtemps, tu te rends compte que c'est assez compliqué. Ça arrive rarement les aventures où tu te pètes pas la gueule souvent. Et souvent, c'est une bonne mesure d'ailleurs que tu fais que t'avances. Donc, et rapidement, si tu prends à cœur les trucs, les échecs, etc., t'es obligé. Enfin, de toute façon, à chaque fois que tu penses que t'as touché le fond, tu toucheras plus le fond plus tard. Donc finalement, tu vois, genre, c'est le fait de décorréler le fait. Je me rappelle toujours une phrase, c'est il y a une grosse différence entre faire de la merde et être une merde. Tu vois, genre, du moment que t'es pas une merde, tout va bien. Et ça, il y a que toi qui peux contrôler le fait d'être une merde. Et c'est souvent ça où quand tu fais des trucs quand t'es fatigué, souvent t'as été une merde, tu vois, t'as pas juste fait de la merde. Et donc, et tu vois, globalement, en fait, quand tu prends n'importe quel point de feedback comme juste un point de données, ça fait un peu de toi une machine, tu vois, mais c'est terrible juste de se dire, écoute, c'est pas moi qui critique, c'est la boîte, enfin, genre, même moi, il me connaît pas, genre, souvent, en plus, quand tu t'exposes sur Internet, tout le monde a un avis sur toi, tu vois, genre, ils ont une vidéo de 10 minutes, c'est bon, ils savent qui t'es. Donc, t'es un peu obligé de t'en foutre, mais ça implique aussi, tu vois, en fait, le meilleur moyen de pas souffrir des critiques négatives, c'est d'en avoir rien à foutre des critiques positives. Genre, c'est aussi, tu vois, de pas corréler son bonheur au fait d'être encensé quand des gens te félicitent, parce que rapidement, ça peut devenir une petite drogue, tu te dis, est-ce que j'ai des likes sur mon dernier post LinkedIn, tu vois, genre. Et en fait, plus t'es satisfait par ce truc-là, plus tu vas en souffrir quand t'en auras pas.
Donc j'essaie vraiment ça se règle. En fait, c'est comme le sommeil, c'est-à-dire, le problème, c'est pas le moment où t'es stressé, c'est tout ce que t'as fait avant qui t'a amené à être stressé à ce moment-là. Donc c'est plutôt c'est encore une fois, c'est du préventif plutôt que de la guérison. Ok. Et aujourd'hui, ton sommeil, il est comment? Il est plutôt bien. Mais il est encore une fois loin d'être parfait. Genre, je le vois, j'utilise une petite app qui s'appelle Sleep Cycle, dont d'ailleurs on peut douter de la précision. Je suis même pas sûr que ce soit un truc très lourd. Il faudrait que je m'achète des trucs là, des montres et tout, genre, ça c'est pas mal. Mais, non, j'essaie juste de pas dormir moins que 7 heures par nuit. Réalistiquement, je sais que le mieux c'est 8 heures, parfois je dors 6 heures. Et encore une fois, je pense que la seule valeur dans tout ça, c'est pas de dormir 6 ou 8 heures, c'est surtout de pas se juger quand tu dors moins et te dire, écoute, je sais que c'est important, j'ai fait de mon mieux. On est tous humains. Hein. Voilà, et puis tu peux accepter que, voilà, bref, t'es pas obligé de faire des perfects tous les soirs. Est-ce que tu utilises des produits pour ton sommeil ou pour ton stress Bah écoute, j'utilise évidemment c'est pas une blague. J'utilise vraiment des huiles de CBD depuis quelques temps. J'utilisais pas de Tilio tout le temps, mais bon, depuis qu'Antoine m'en a envoyé quelques-unes, j'avoue que je consomme celle-là. Et non, mais ça c'est assez utile. J'en consomme pas tout le temps. Mais je m'en sers bien pour ces moments-là où en fait, moi je bosse de la maison du coup, ma boîte est en full remote, et ce qui fait que parfois ça rend assez compliqué la coupure de la journée terminée. Ouais. Et donc ce genre de choses-là, et donc t'as des idées que t'arrives pas à te retirer, et le CBD en fait te détend et te fait prendre de la distance sur les idées en mode ok, ce truc-là ça me stresse. Écoute, je le fous sur un papier, je le gère demain, et ça te permet de prendre de la distance, ça t'aide surtout à t'endormir. Et ça a beaucoup de valeur. Ça c'est bien. Quel produit est-ce que tu utilises de chez Tilio? J'utilise les petites huiles, 2 huiles 5%. Ils sont des huiles, je crois que c'est les noms, je vais dire, ne me tuez pas, c'est relaxation. Calme, ouais. Et j'ai calme et je dois avoir sommeil, un truc comme ça. Genre. Calme, t'as calme, courage, corps et esprit et patience. Ah, moi j'ai pas celle-là, par contre. Il y en a d'autres? Ouais, c'est possible. Non mais j'ai pas celle-là. Ouais. Ok, est-ce que t'as vu une évolution dans ton stress aussi? Ouais. Mais en fait, l'évolution, c'est assez compliqué, tu vois, le sujet de l'attribution, genre à quoi j'attribue le fait que mon stress est descendu, est assez complexe, hein, tu peux pas savoir si c'est exactement dû à ça ou quoi. Je pense que globalement, en fait, le CBD est juste arrivé dans un mood global de ok, vas-y, je commence à te respecter un petit peu, ta santé. Et donc oui, j'ai eu une grosse amélioration sur la gestion de mon stress, et pourtant mes sujets au jour le jour sont devenus de plus en plus importants et théoriquement sur le papier plus stressants, tu vois, en termes d'impact absolu. Donc c'est plus je pense que ouais, ma quantité de stress allait vers le bas, alors que l'importance des sujets que j'avais à gérer allait vers le haut, donc a priori ça a pas trop mal fonctionné. Et quel est un conseil que tu donnerais à une personne qui écoute ce podcast aujourd'hui ou qui le regarde aussi? Sur le sujet du stress, oui. Ok. Bah, je pense que j'en ai déjà parlé, ça va pas du tout être original, je suis désolé les amis. C'est juste, mais franchement, dormez bien. C'est qu'une affaire c'est du dopage légal, le sommeil. Vraiment. C'est un truc où en fait, tu dors bien et tu comprends qu'en fait, tous les problèmes venaient du fait que tu dormais pas bien. Mm-hmm. Et en fait, c'est tout con. Tu peux te dire plein de trucs, pas d'écran. Moi, j'arrive pas, tu vois, par exemple, pas d'écran avant le coucher. Mais juste essayer de te dire, tout simple, je pense que 80% la loi de Pareto du sommeil, c'est tu te couches, t'essaies d'avoir un rythme régulier de sommeil. C'est-à-dire tu t'essaies de faire en sorte que la majorité du temps, tu te couches à la même heure, tu te réveilles à la même heure, et tu fais une activité détente avant d'aller te coucher. Un truc plaisir. Moi, je fais que ça. Et tu rajoutes un peu de CBD si tu veux, un petit peu d'aide. Et en vrai, ça se passe bien. Tu te vois où dans 5 ans? Oh. Aucune idée. J'ai vraiment appris un truc, c'est qu'il y a 2 ans, j'aurais pas du tout pu prévoir où ça arrivait aujourd'hui. Ouais. Et donc dans 5 ans. Impossible. 5 ans, ça fait 2027. 2027. Je sais même pas si mon travail existera toujours. On fait autre chose. Non, la vérité, c'est que c'est impossible de savoir. Dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est déjà plus facile. Ouais. 6 mois, c'est la fin de l'année 2022. Ce sera en plein 4e quarter de l'année 2022, donc celui qui est assez actif pour la pub en ligne, pour mon travail. Donc non, je pense que probablement j'aurai une boîte autour de 50 personnes, 60 personnes, on est 40 aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'espère être toujours équilibré. Mais en fait, je peux pas dire que je suis en train de bosser sur tel ou tel truc, ça se trouve j'aurais changé de... Ah, plus de batterie. Ça a coupé. Pas possible. Batterie morte? Ouais.
C'est pas grave, il y a toujours le podcast, je comprends. Ok. Tu veux que je reprenne sur la question d'où je me vois dans 6 mois? Dans 6 mois, ouais. Donc dans 6 mois, je sais pas exactement ce que je ferai précisément. Probablement, c'est assez fort probable que je fasse toujours du marketing en ligne dans la boîte. Il devrait se passer un beau cataclysme avant que je change. Et ouais, moi, je te dis, ma seule métrique d'optimisation, c'est ce que ma boîte elle grossit. Est-ce que je suis toujours heureux pendant que je la monte? Donc j'espère que je serai toujours en train de faire ces deux trucs. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, etc. On peut me retrouver un peu partout. Normalement, j'essaie de couvrir tous les réseaux. C'est un peu mon travail aussi, hein, donc c'est pour ça que je suis présent partout. Mais non, moi, je vais vous en donner un. Instagram, je pense que c'est là où je suis plus joignable, en tout cas. Donc c'est théo.le.lion. Et puis derrière, vous trouverez sans problème Kuda avec tout, si jamais vous êtes intéressé. Dans la description. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.